Bonjour à tous, pardon pour le retard. Je me mets là pour le film, c'est bien? D'accord. Mais en fait, je viens vous parler de Veja, une boîte que j'ai montée il y a 7 ans maintenant, ça va vite, avec Guylain Morillon, qui est un ancien HEC et mon meilleur ami, accessoirement. Donc en fait, pour le faire rapidement, parce on a peu de temps et en plus je suis en retard, c'est Veja, l'histoire de Veja, qu'est-ce que c'est? Moi j'étais à Dauphine, Guylain à HEC. On a fait nos stages de fin d'études à l'étranger. Guylain à la Société Générale à New York, moi chez Morgan Stanley à Washington. On n'était pas forcément, on était vraiment voie tracée vers la finance, qui était à l'époque encore grandiloquente. On avait plusieurs envies, on avait des profils un peu atypiques, on touchait un petit peu à tout, on avait monté des journaux, on avait monté pas mal de projets quand on était étudiant. Et un soir, en se retrouvant, on s'est dit qu'on avait envie d'autre chose. Le développement durable à l'époque n'était pas du tout ce qu'il est maintenant, c'est-à-dire que c'était un sujet dont quelques boîtes parlaient. Moi, j'avais fait mon mémoire de fin d'études sur le rôle des entreprises dans le développement durable en 2001-2002. Et je voyais que c'était quand même un tournant que les entreprises prenaient moyennement. Donc j'ai proposé à Guylain de faire un projet d'étude sur ces entreprises. Enfin, quand j'ai proposé, on a décidé ensemble sur ce thème qu'est le développement durable, qui était vraiment un peu inconnu à l'époque. Et donc on a lâché nos jobs et on a commencé à bosser sur un projet d'études pour deux grosses boîtes françaises que vous connaissez tous, Schneider Electric, Carrefour, PPR, Accor, qui nous avaient vu arriver, qui nous trouvaient assez bons sur le sujet et qui étaient intéressés pour nous faire travailler et qui voulaient nous faire aller en Chine, en Afrique du Sud, au Brésil, dans des pays en voie de développement pour eux et bosser sur des missions bien concrètes, bien particulières pour chacun de ces groupes. Pour la faire rapide, donc on a bossé 1 an et demi là-dessus. On a trouvé ça, finalement les résultats étaient très moyens. Le développement durable n'était pas du tout intégré au business. C'était vraiment traité de façon complètement accessoire. C'était traité de façon limite anecdotique. On était un peu déçus de ce qu'on a vu, même si ces boîtes nous ont ouvert leurs portes. Donc on s'est retrouvé dans des usines en Chine, on s'est retrouvé dans des centrales thermiques en Chine, on s'est retrouvé dans des orphelinats au Pérou. Enfin, il y avait plein de projets différents sur lesquels ces boîtes-là bossaient. Et en parallèle, on a bossé pour Tristan Lecomte d'Alter Eco, que vous devez connaître peut-être, qui était aussi à HEC il y a plus longtemps encore, il y a une quinzaine d'années. Et qui, Alter Eco, donc, est une boîte qui a été la première en France à proposer des produits équitables, que ce soit jus d'orange, thé, riz, café. Et Tristan nous a proposé d'aller bosser sur ces filières, c'est-à-dire d'aller faire des audits de commerce équitable un peu partout dans le monde. Donc, en parallèle, on bossait pour les grands groupes. On n'a pas trouvé les projets extraordinaires. Les projets de Tristan, on a trouvé ça réellement extraordinaire. On trouvait que ça changeait la donne, que c'était vraiment une nouvelle approche. Ça nous a particulièrement intéressés. Au retour, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va bosser dans les grands groupes? Est-ce qu'on monte notre propre boîte? Donc on a beaucoup réfléchi à ce qu'on pourrait faire et on s'est dit, Tristan s'occupe du thé, du riz, du jus d'orange, du café, des denrées alimentaires en gros. Qu'est-ce qui vient après? Les vêtements. J'étais à Rio lors d'une conférence comme ça devant le Master Environnement de Rio. Et il y avait un type en chemise à carreaux qui m'a dit, voilà, nous on ne peut rien faire, vous servez la soupe au grand groupe, nous on ne peut pas faire grand-chose à notre humble échelle. Et moi je lui ai dit que si, on pouvait changer les choses au niveau de notre consommation en tant que simple consommateur. Il avait une chemise à carreaux un peu comme la mienne aujourd'hui et c'est lui qui m'a donné l'idée en fait de créer Veja avec Guylain. Et du coup on s'est lancé. Donc Veja, qu'est-ce que c'est? C'est une marque de baskets, c'est des baskets très simples. On s'est lancé au Brésil parce que c'était le pays où il y avait les deux matières premières dont on avait besoin, le coton bio et le caoutchouc sauvage. Donc on est parti au Brésil, vraiment on n'est pas beaucoup de sous, on avait environ 3-4 000 euros chacun. Et on s'est dit, voilà, on essaie 6 mois, on se donne 6 mois pour essayer de voir si c'est viable, pour voir si on arrive à construire une filière différenciée, c'est-à-dire aller sourcer les matières premières, travailler de façon équitable avec les producteurs de matières premières et ensuite créer une filière clean de production. Donc ça nous a pas pris 6 mois, ça nous a pris 8 mois. Mais au bout de 8 mois, on est arrivé avec une basket assez simple, en coton bio,
La semelle est en caoutchouc naturel. Il y a environ 30 à 40% de caoutchouc naturel dans la semelle. Et on a débuté Veja comme ça, un peu comme une aventure. Aujourd'hui, c'est devenu heureusement ou malheureusement une vraie entreprise. On est une quarantaine, on est environ 25 en France et 5 à Londres et une dizaine au Brésil. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? On a proposé le produit, ça a très vite, très bien marché. Non pas forcément parce que c'était une basket différente en coton bio, en caoutchouc naturel, toute la filière était différenciée. Ici, on travaille avec une association de réinsertion pour le stockage et la distribution, donc qui est notre UPS à nous, en gros, qui était un gros boulot aussi au départ. On a vraiment tout fait nous-mêmes, c'est-à-dire qu'eux n'étaient pas du tout habitués à stocker et à distribuer des produits. Eux, ils étaient plus en train de reconstituer des ordis. En fait, avec 3 vieux ordis d'entreprise, ils en reconstituaient un et ils l'installaient dans les orphelinats, dans les écoles, en Inde, au Brésil, au Maroc. Et nous, on leur a proposé de stocker et distribuer, de créer un emploi des emplois de réinsertion avec eux pour stocker les baskets, les distribuer. Aujourd'hui, c'est un hangar d'un millier de mètres carrés. Il y a environ une dizaine de gars qui bossent, qui sont très demandés ensuite lorsqu'ils sortent de leur réinsertion par les grosses boîtes internet, Canal+, etc. Il y a des liens qui ont été faits. Donc Veja, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est essayer de prendre un modèle d'affaires conventionnel et de changer chaque étape de la chaîne. Donc, en gros, on bosse dans le nord-est au Brésil avec des petits producteurs de coton bio. Ça va plus loin que le coton bio, c'est du coton agroécologique. Donc on leur achète directement le coton à un prix très différent de celui du marché. On était beaucoup sur place. Aujourd'hui, on a quelqu'un sur place, on a une ingénieure agronome qui représente Veja sur place, qui aide les producteurs à cultiver de façon biologique, qui aide les rendements, qui bosse beaucoup sur les rendements avec eux, etc. Parce que c'est ça le problème du coton bio, c'est qu'il y a peu de rendement. Donc c'est essayer aussi de se glisser dans la chaîne de production pour améliorer chaque point, chaque étape. Ensuite, donc le coton, ensuite on le fait filer, tisser, ça devient de la toile pour faire des baskets. Ensuite, en Amazonie, on travaille directement dans la forêt avec des seringueiros. C'est des types qui vivent dans la forêt, qui extractent le caoutchouc des arbres, donc des EVA, des arbres à caoutchouc. Pareil, on a créé un processus différencié avec eux, c'est-à-dire qu'on leur achète le caoutchouc non pas au prix du marché, mais à un prix fixé entre nous pour qu'ils vivent dignement. Alors le caoutchouc, c'est entre 30 et 60% de plus que le prix du marché. Le coton, ça varie de 50% à 200% de plus que le prix du marché. Mais c'est des contrats à long terme, c'est-à-dire que normalement, les matières premières, le problème économique mondial des matières premières, c'est que c'est des marchés. C'est que, si vous voulez, un producteur qui plante aujourd'hui, je ne sais pas moi, des bananes, il ne sait pas dans 3 mois, dans 6 mois, dans 8 mois, quand il aura sa récolte, à quel prix il va les vendre. C'est vraiment ça le problème de l'agriculture mondiale, qui est tenu par des marchés qui sont devenus un peu fous et qui ne garantissent pas du tout de prix aux producteurs. Si vous, monsieur, vous êtes producteur de bananes demain ou de coton, vous plantez, dans 6 mois, vous ne savez pas du tout si le marché s'est écroulé ou si au contraire il a pris 300%. Le commerce équitable, ça part de là. On s'assied avec un producteur, on lui dit voilà, nous on achète pendant 3 ans à un prix fixe, c'est-à-dire que tu peux planter sans problème de savoir, de te dire attends, là il faut que je plante une rangée de bananes, ici de haricots, ici de coton, sans avoir trop à jouer avec le marché, ce qui est franchement impossible pour des petits producteurs marginalisés. Ils n'ont pas le téléphone, ils n'avaient pas l'électricité ni l'eau courante quand on les a rencontrés. Eux, c'est-à-dire que le prix du marché, par exemple, c'est 1 euro, je dis n'importe quoi, ou 10 euros pour 1 kilo de coton. Eux, généralement, ils le vendaient à 4 euros, voire 3, parce qu'ils n'ont pas de camion, pas de système d'information, pas de téléphone. C'est-à-dire que les types arrivent, les acheteurs arrivent et leur disent écoutez, voilà, on va acheter le coton environ 5 euros parce que vous n'avez pas tout ça et que de toute façon, à qui vous vendrez si vous ne me vendez pas à moi? Donc en fait, il y a un prix du marché pour les pays riches, entre guillemets, mais qui n'est même pas appliqué dans les pays en voie de développement. D'ailleurs, ce n'est pas que les pays en voie de développement, que dans les pays pour des producteurs qui n'ont pas forcément tous les moyens de se renseigner. Donc le commerce équitable, c'est un peu ça. Finalement, c'est un peu une béquille au marché qui est parfois, en termes agricoles, pas forcément le plus efficace. Pour le caoutchouc, on fait la même chose. On a créé un process pour que les types puissent transformer le caoutchouc dans la forêt.
c'est-à-dire garder encore plus de valeur ajoutée dans la forêt. Notre but à terme, ou notre exemple à terme, ça serait de sauvegarder la forêt amazonienne, c'est-à-dire que en fait, on sait très bien qu'on ne gardera pas la forêt si elle n'est pas économiquement viable debout. Parce qu'aujourd'hui, le problème de la déforestation, c'est qu'elle vaut plus cher déforestée. C'est-à-dire que les types ils coupent le bois, ils vendent le bois, ensuite ils mettent des vaches ou du bétail sur l'endroit, et finalement, en 10 ans, soi-disant, le mètre carré ou le kilomètre carré de forêt amazonienne vaut plus cher comme ça. Nous, notre but, c'est que, moi, mon rêve, c'est que L'Oréal, demain, utilise des plantes issues de la forêt amazonienne et les vende très cher, que le caoutchouc des EVA soit utilisé dans les pneus, dans les baskets, dans les bicyclettes, dans tout ce que vous pouvez trouver en caoutchouc. Il y a même une usine de préservatifs là-bas qui s'est montée avec le gouvernement. Ça ne marche pas très bien parce que c'est un projet gouvernemental, enfin bon, parenthèse. C'est essayer en fait de repenser, le projet Veja, c'est un peu essayer de repenser l'économie avec chaque étape de la chaîne de production, essayer de mettre une plus-value sociale, une plus-value environnementale à chaque étape. C'est notre vœu. Après, on ne réussit pas à tous les coups, c'est-à-dire qu'on les fait venir par bateau au lieu de les faire prendre l'avion, les baskets. On essaie de réfléchir chaque étape de la chaîne de production pour transformer le business model. Aujourd'hui, on a 400-500 clients, c'est-à-dire 500 points de vente, comme le Printemps, le Bon Marché, les Galeries Lafayette, enfin des points de vente établis. On essaie d'être sélectif dans notre distribution aussi, c'est-à-dire de ne pas vendre n'importe où, parce qu'on estime avoir un produit rare, qui a de la valeur, alors qui n'est pas forcément financière, mais qui peut pas être. On n'a pas envie que ce soit chez Carrefour ou chez Foot Locker. Enfin, on essaie de le distribuer le mieux possible. Que vous dire d'autre? On essaie de transformer continuellement notre projet. On essaie de l'améliorer continuellement, pas forcément d'un point de vue business, mais d'un point de vue social et environnemental. On est un peu dans le contraire du monde de la mode le business model de la mode, c'est vendre le maximum de pièces à quelque prix que ce soit, d'où les soldes, d'où la folie du surplus qui part ensuite en Afrique pour habiller de façon vintage et très très peu cher les Africains et qui crée des problèmes là-bas d'industrie textile. Nous, en fait, on ne produit que sur commande. On essaie d'avoir zéro stock, ce qui est un manque à gagner considérable pour nous, parce que nos clients sont souvent en rupture. Mais d'une autre façon, on est très tranquille, très serein. On a pris le temps, en fait. On a eu beaucoup de propositions d'H&M, on a eu des propositions de rachat de Timberland, etc. On essaie de grandir et de ne pas grossir, ce qui n'est pas forcément facile. Mais ça a été, en fait, dès le départ de Veja, on a été un peu retenu par le manque de coton bio. On travaillait avec des producteurs donc, qui produisaient environ 3-4 tonnes de coton bio par an. On manquait de coton et en fait, ça nous a permis de ne pas aller trop vite non plus. Ça, si vous montez des entreprises demain, c'est un conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas avoir trop la folie des grandeurs trop rapidement. Parce que quand on se retrouve de 2 personnes à 40 personnes, à 400 personnes, à 4000 personnes, ce n'est pas le même job, ce n'est pas les mêmes compétences qu'il faut, ce n'est pas la même expérience qu'il faut. Et ça c'est un truc qui m'a, moi, toujours fait assez peur, de me retrouver demain à la tête d'une multinationale et de ne passer ma journée qu'en réunion à décider pour le Japon, pour New York, pour machin. Ce n'est pas trop notre souhait. C'est pas en tout cas l'entreprise qu'on essaie de construire. On essaie de grandir tranquillement. On a ouvert des bureaux à Londres il y a 3 ans. On pense à ouvrir aux États-Unis, mais très tranquillement. Voilà, c'est un peu la base. J'ai essayé de le raccourcir au maximum parce que le temps est compté. Vous voulez passer aux questions? Margot, tu as d'autres… Non, on a à peu près vu très rapidement toute la chaîne de production et la chaîne de distribution. Donc, si vous voulez passer aux questions. Est-ce que vous pourriez nous donner une idée en termes de taille de ce qu'est Veja? Aujourd'hui, en termes de taille, en nombre de chaussures? Ouais, enfin je sais pas. En chiffre d'affaires, ouais. en nombre de cafés bu à la journée.
En chiffre d'affaires aujourd'hui, c'est environ 7 millions d'euros, 6,5. En termes de salariés, c'est 40 salariés, 25 en France, une dizaine au Brésil et 5 en Angleterre. Donc ça reste petit, hein, c'est une petite PME. Mais on est parti au départ avec 15 000 euros. Donc c'était pas, on n'a pas levé de fonds. L'actionnariat, si vous voulez le connaître, c'est Guylain et moi, encore aujourd'hui. On est très dans l'autofinancement. Si vous voulez, nos grands frères ont monté toutes les boîtes internet qui, depuis, n'existent plus. Nos grands frères ont fait levée de fonds sur levée de fonds sur levée de fonds. En fait, leur métier, c'était de faire des levées de fonds à l'époque, pas du tout de créer des business viables. Nous, on a pris le contre-pied de ça. On est très, comme on dit en portugais, pé no chão, c'est-à-dire pied sur terre. On est très autofinancement, santé de l'entreprise. On essaie de construire un business qui soit pérenne. C'est vraiment la grande peur que j'avais, moi, c'est de créer. En fait, c'est le pire de tout, je crois, dans ce qu'on fait, dans une entreprise qui fait du commerce équitable, qui crée des choses différenciées du point de vue environnemental et social. C'est que, en gros, on n'a pas le droit d'échouer. Si on échoue, ça voudra dire que ça ne marche pas et que Nike, Apple et consorts avaient raison de baisser les coûts au maximum, de créer des conditions de production qui ne soient pas dignes, en tout cas qui freineraient, je pense, tous les consommateurs qui seraient curieux de le voir. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans une usine chinoise ici ou dans une usine du sud-est asiatique. Ça peut être très dur, quoi. Humainement, nous, on s'est dit que c'était très dur et qu'on n'avait pas envie de ce monde-là. Donc déjà, c'est quoi? C'est une proposition pour dire on peut travailler différemment. On peut vraiment travailler différemment sans que ça soit trop lourd pour l'entreprise. Alors, il a fallu faire des choix. C'est-à-dire que nos baskets valent 7 à 8 fois plus cher qu'une paire de Nike qui serait concurrent. Donc comment on a fait? Pourquoi est-ce qu'on a choisi les baskets? D'un point de vue économique, c'était aussi parce que c'est un des produits qui cristallise dans ses coûts de production le plus de publicité. Donc nous, on a choisi de ne pas en faire, d'éliminer la publicité pour essayer de réallouer ces ressources en amont de la production, dans la chaîne de production, pour que tout le monde soit gagnant. Mais tout le monde soit gagnant, ça ne veut pas dire tout le monde gagne de l'argent, tout le monde soit gagnant en termes de travail et travaille dignement tout au long de la chaîne de production. C'est un pari, hein. C'est pas forcément viable à terme. Nous, ça fait 7 ans, demain, ça se trouve, ça n'existe plus, j'en sais rien. C'est un pari qu'on fait, mais on veut que ça marche pour cette raison-là. Parce que notre échec serait synonyme de dire, voilà, le business ne fonctionne pas comme ça. Et nous, on a envie à l'avenir qui fonctionne comme ça. Après, ça fait 7 ans, 8 ans qu'on a commencé le projet, 7 ans qu'on a lancé la marque. Le monde a beaucoup changé depuis. Enfin, ça a beaucoup changé et très peu changé en même temps. C'est-à-dire qu'en termes de discours, en termes de discours sur l'écologie, conscience écologique globale, je pense que ça a un peu avancé. En termes d'actes, très très peu malheureusement. Il y a peu de gens qui font des choses bien, à mon goût, ou encore trop peu. Tout est à vraiment réinventé. Je vous vois avec des ordinateurs devant vous, ce sera un produit à refaire, à réinventer. Les bouteilles d'eau qu'on voit en face de nous ne sont pas terribles, les verres d'eau non plus. Et c'est une conscientisation un peu globale, c'est-à-dire faire attention à ses achats. Par exemple, donc vous m'avez posé la question de la taille, on a complètement dérivé, merci Sébastien. Le polo que vous avez, vous savez où est-ce qu'il a été fabriqué? Dans le Maghreb. Dans le Maghreb? Ouais. Non, pas forcément, ne vous déshabillez pas. Mais en fait, si je vous demande ça, c'est que combien ici savent où a été fabriqué ce qu'ils portent, ce qu'ils ont sur le dos. Et en fait, vous êtes un peu l'élite des sciences économiques et des études économiques en France. Si vous n'êtes pas au courant, je pense qu'il y a peu de gens qui le sont. Et je pense que c'est encore ça qu'on a à prouver et à essayer de savoir, quoi. Parce que finalement, le XXe siècle, ça a été quoi en termes de consommation? Ça a été faire le plus de marketing possible, le plus de publicité possible à partir des années 50 pour cacher, entre guillemets, la façon de produire les choses. On ne sait plus trop comment on produit les choses, comment
on fabrique un jean, comment on fabrique un ordinateur, comment on fabrique une voiture. On n'a plus trop envie de le voir. Ou en tout cas, les entreprises ont décidé qu'on n'avait pas à le voir. Nous, on a fait vraiment le contraire. On pense que c'est important de savoir comment les choses sont fabriquées, par qui, combien ils gagnent, etc. etc. C'est peut-être un coup d'épée dans l'eau, hein. C'est peut-être une folie, une utopie. Aujourd'hui, c'est une boîte qui fonctionne bien, qui fait des bénéfices, qui est, je pense, dans le secteur de la mode, un exemple européen sûrement et mondial peut-être sûrement aussi. On n'a pas fait ça pour l'argent. Je pense qu'on aurait gagné beaucoup plus d'argent en banque d'affaires, quoique. Si on avait choisi Lehman Brothers, peut-être pas. Ou UBS aujourd'hui, je ne sais pas. Mais on s'amuse beaucoup plus. C'est-à-dire que le fait d'être un jour avec un producteur de coton bio brésilien, le lendemain en Amazonie, le surlendemain ici à Paris avec des acheteurs japonais, etc. Enfin, on voit des mondes qui sont complètement différents et je pense que ça nous enrichit nous. Après, ça ne convient pas forcément à tout le monde. Les gens qui détestent prendre l'avion, voilà. Chacun ses goûts, mais si vous devez monter une boîte demain, faites-le par goût. C'est important. Je pense qu'on réussit beaucoup plus si on a le goût de ce qu'on fait tous les jours. C'est-à-dire que l'argent est un moteur certain, c'est pas forcément ça ne doit pas forcément être le moteur principal. Dans le sens où si vous montez une boîte uniquement pour l'argent demain, dans un domaine qui ne vous plaît pas, qui ne vous satisfait pas, il faut quand même avoir le courage d'aller au combat tous les jours. Et ça, même l'argent ne peut pas forcément l'acheter. Voilà, j'ai complètement dévié, c'est bien. D'autres questions? Oui. Est-ce que vous aviez une certaine appétence pour la mode et qui est-ce qui a fait le design des chaussures? On s'y connaissait pas trop. Je pense qu'on avait un goût, un œil produit en tant que consommateur. C'est nous qui avons fait le design, c'est toujours nous qui le faisons. Aujourd'hui, il y a une styliste qui travaille avec nous depuis 6 mois pour féminiser un peu la gamme, parce qu'on est 2 garçons, et qu'on fait beaucoup les produits pour nous en fait. On a toujours créé pour nous, selon nos goûts, ce qui n'est pas forcément un critère de succès, hein. Ça peut être un gros critère d'échec aussi. Mais le design, ça a toujours été nous qui l'avons fait avec des baskets qu'on aimait bien. On prenait plusieurs baskets, on aimait bien celle-là, l'arrière de celle-là, l'avant de celle-ci. Enfin, on mélangeait et on a appris à designer un peu sur le tas, comme on a appris le portugais dans les champs de coton et les fabriques brésiliennes. Enfin, c'est aussi un goût. Et du coup, le fait d'avoir ce goût-là pour les choses, ça vous permet aussi de surmonter un peu l'insurmontable. Parce qu'on nous aurait dit, voilà, vous devez designer 10 paires de baskets il y a 7 ans, on aurait été incapable. Aujourd'hui, on a plus d'idées, plus d'expérience aussi. Oui. Alors moi, j'ai une question sur ce que vous avez dit à propos de la consommation aujourd'hui, qui c'est de faire le plus de marketing possible pour cacher la façon dont on produit. Que vous prenez le contre-pied, donc on veut montrer la belle façon dont on produit, le commerce équitable et tout ça. Comment on fait la différence entre vous qui le faites vraiment pour ça et les gens qui utilisent ça juste comme argument marketing en fait? C'est-à-dire que, regardez, on fait un produit, mais on le fait d'une belle façon, donc soyez plus sensibles à ça et achetez chez nous en gros. Et vous pensez à des gens? Non, j'ai pas d'idée en tête parce que je peux pas vérifier que les gens font ça. En fait, je pense qu'on est dans un monde de plus en plus transparent, où l'information va de plus en plus rapidement. Et les gens moi j'en connais, hein, des boîtes qui utilisent l'environnement ou le social comme argument marketing. Ça peut marcher un temps, ça peut marcher au début, mais je pense qu'aujourd'hui, vous êtes les mieux placés pour le savoir, limite mieux que moi, parce que c'est votre génération à vous qui a vu éclore vraiment cette intensification des communications. C'est qu'aujourd'hui, vous dites quelque chose, très bien, mais il suffit d'avoir un téléphone portable avec une caméra pour prouver le contraire et avoir 2 millions de vues sur YouTube en 10 minutes. Donc aujourd'hui, c'est à double tranchant. De mentir aujourd'hui, je pense que c'était vraiment possible il y a 20 ans ou il y a 30 ans, de raconter des bêtises. Aujourd'hui, si des entreprises décident de mentir sciemment ou de ne prendre qu'un argument marketing avec 100 fonds derrière, elles ne sont pas à l'abri d'un blogueur, d'un ouvrier de l'usine, d'un salarié qui travaille chez eux, qui fait une petite vidéo, qui prend 3 photos, qui interviewe 5 personnes, qui appelle des journalistes. Ça va beaucoup plus vite aujourd'hui. Le mensonge est puni beaucoup plus sévèrement parce que si vous bâtissez votre entreprise là-dessus et que vous mentez,
c'est quand même un peu dangereux, quoi. C'est-à-dire qu'en termes d'image, ça descend très très vite. Ça descend beaucoup plus vite que ça n'est monté, je pense. Donc il y en a qui le font. Voilà, c'est à leurs risques et périls s'ils veulent faire un coup très rapidement. Après, il y en a beaucoup, j'en ai vu beaucoup arriver et penser que cet argument vert, cet argument green était important. Moi, j'en suis pas forcément sûr. Je pense pas qu'il soit très important, qu'il soit très déclencheur d'achat aujourd'hui. On peut prendre, je sais pas, l'exemple de tablettes de chocolat. Si le chocolat que vous achetez est commerce équitable, labellisé commerce équitable, etc., et qu'il n'est pas bon, je ne sais pas si vous le rachèterez. Pas sûr. Je pense pas. En termes de basket, nous, on n'a jamais rien mis, ou quasiment jamais rien mis, dans les magasins. On vient de le faire, vous voyez, je mens, c'est horrible. On vient de le faire il y a une semaine, là, mais on a quasiment jamais rien mis dans les magasins en disant bio, équitable, etc. C'est dans la boîte de basket. C'est-à-dire, dans la boîte, il faut que vous l'essayiez déjà. Il faut que vous demandiez je sais pas, un 45, vous avez l'air d'être grand. Un 45 pour essayer la basket et voir peut-être dans la boîte mais il doit y avoir, sur les consommateurs de Veja, je pense qu'il y a 20% de gens qui savent ce qu'est Veja. Et 2% qui savent très bien ce que c'est. 20% qui ont une vague idée, mais 80% qui ne se connaissent pas vraiment. Mais c'est un peu ça notre but aussi, c'est que les gens achètent beaucoup pour l'esthétique des baskets. La mode, les vêtements, les gens achètent vraiment, le déclencheur d'achat, c'est l'esthétique. Et ça, il ne faut pas être dupe du tout. Mais nous, notre but, c'est de concilier les deux. Et il y a plein de boîtes qui se sont montées de façon verte et qui font les choses bien, qui pensaient qu'ils auraient beau faire n'importe quoi, en termes de vêtements, baskets, ils auraient beau faire n'importe quoi, ça se vendrait. Et c'est pas vrai. Il faut faire quelque chose qui tienne la route esthétiquement. Je vous dis pas que les Veja sont les plus belles, etc., etc. Ça, c'est chacun est juge. Mais nous, on essaie d'avoir un gros travail sur le design des baskets au millimètre près, etc. En tout cas, notre design nous plaît. Juste avant de passer, ça y est, j'ai un exemple. On est en train de travailler sur un challenge e-commerce où on doit vendre des lunettes et beaucoup de gens se basent sur un site qui s'appelle Jimmy Fairly. Ouais. Et c'est acheter une paire de lunettes et on en envoie une à des gens en besoin. Est-ce que c'est vraiment... Ils le font très certainement. Ils le font très certainement et ça je ne le mets pas en doute et donc c'est pas du mensonge. Après, est-ce que c'est purement marketing ou est-ce que c'est vraiment dans leur identité profonde comme ça a l'air d'être avec vous? Ça, voilà, c'est difficile de le savoir. Si vous voulez, après c'est des systèmes et je pense que les gens s'arrêtent très vite. Et c'est vrai que vous avez raison parce que les gens s'arrêtent très vite au marketing. Si vous réfléchissez un peu, il y a des marques de basket qui font ça. Une paire achetée, une paire donnée. Moi, je suis radicalement contre ça. Je pense que c'est très égocentrique, c'est très limite ethnocentré de voir le monde comme ça, de se dire tiens, j'achète une paire de lunettes, ça va servir à quelqu'un d'autre en Afrique mais voilà, moi mon truc, ou en Afrique, enfin je dis Afrique, en Asie, en Amérique du Sud ou même bientôt en Europe. Je suis radicalement contre ça parce que la charité ne crée pas de dynamique de développement, ça c'est sûr. La charité c'est très important pour contrer des catastrophes naturelles, pour avoir beaucoup de ressources allouées à un endroit en particulier dans un instant très court. Il y a un tsunami, oui, il faut des dons. Le don en tant que tel, comme celui-là, je ne suis pas certain que, par exemple, les paires de baskets distribuées par une marque que je connais, une paire achetée, une paire distribuée à un enfant de favela, je ne sais pas si l'enfant de favela, ce dont il a le plus besoin, c'est d'une paire de baskets. Je ne pense pas même je suis sûr que non. Il a besoin de toute autre chose. Il a besoin d'éducation, il a besoin de débouchés économiques pour plus tard, il a besoin de tout ça. Et si vous voulez, pour moi, ces projets-là, c'est vraiment des pansements sur des grands brûlés. Ça sert autant qu'un pansement sur un grand brûlé. Ce n'est pas une logique que j'apprécie. C'est ma vision. Je suis le seul responsable de ce que je dis. C'est même pas Veja, c'est ma vision
en tant que quelqu'un qui raisonne et qui voit beaucoup ce genre de trucs arriver. Et effectivement, c'est très marketing. Après, vous les distribuez où, les lunettes, qui va les porter, enfin, c'est curieux de voir l'aval de la chaîne. Vous en avez parlé un peu tout à l'heure, mais qu'est-ce que c'est le profil des clients chez vous? Qui est-ce qui achète? Est-ce que vous le savez? Et ma deuxième question, ça se portera sur d'autres organisations qui font du commerce équitable comme Artisans du Monde. Est-ce que vous avez des liens avec eux? Est-ce que vous envisagez des partenariats? Alors le profil, il est vraiment très large, quoi. C'est vraiment un profil extrêmement large. C'est vraiment 7 à 77 ans, quoi. Voire moins et voire plus. On n'a pas de cible particulière. C'est sûr que les collégiens, lycéens, étudiants portent plus de baskets que les autres, mais on n'a pas de visée marketing. On ne se dit pas tiens, on vise une cible spécifique. On n'a jamais fait d'études de marché ou de choses comme ça. On le fait beaucoup plus au feeling, ce qui est peut-être une erreur, mais en tout cas nous on le fait comme ça. On n'a pas vraiment de cible particulière. Alors la seule cible qu'on pourrait avoir en termes de distribution, c'est que c'est vrai que c'est assez centre-ville. On ne travaille pas beaucoup en périphérie, c'est-à-dire dans les centres commerciaux, etc. Sinon, voilà. Mais bon, centre-ville, c'est un peu large, quoi. Voilà. Après, deuxième question, Artisans du Monde, on les connaît bien. Typiquement, je trouve qu'ils ont fait du bon boulot. Je trouve qu'ils n'ont pas beaucoup changé depuis 25 ans. Qui devrait changer, qui devrait un peu se moderniser, que l'artisanat, tout ça, bon, c'est bien, mais je pense qu'il faut beaucoup plus changer les modèles économiques, beaucoup plus changer les voies économiques, avoir un boulot en amont qui soit digne, qui bénéficie au développement local, etc. Et en aval, qui soit bien, qui soit joli, qui soit ce qu'attendent les consommateurs, Artisans du Monde. Bon, je ne suis pas sûr que vous allez vous faire vos courses là-bas. Beaucoup. Moi, je fais mes cadeaux là-bas. Vos cadeaux, et c'est quel type? Enfin, ça dépend des personnes. Enfin, j'achète pas pour moi. Mais pour vous, vous achetez pas? Pour les autres, oui, mais pas pour vous. D'accord, c'est intéressant. De qualité et, enfin, je m'achèterai des choses de qualité quand j'aurai l'argent pour. D'accord. Et non, c'est pas mal, mais je trouve qu'il devrait un peu se moderniser. Et à ce moment-là, on fera des partenariats ensemble. Mais on les connaît bien. Mais ils sont très très bien, hein. Ils sont très sympas. Je pense qu'ils ont fait un très très bon boulot de fond. Après, sur la forme, je pense qu'ils ont beaucoup de choses à améliorer. Sur le service en magasin, sur tout ça. Parce que c'est des bénévoles qui sont là-bas. Ce que je trouve pas terrible. Parce que voilà, d'un bénévole, vous ne pouvez pas attendre le service ou l'exigence de service de quelqu'un que vous payez, quoi. Et si le commerce équitable, ou en tout cas le commerce un peu plus éthique, tient, le modèle d'affaires tient au fait qu'il... Oula. Si le commerce éthique tient au fait qu'il doit être distribué par des bénévoles pour que cela tienne, bah, pour moi, ça ne tient pas. C'est une preuve d'échec aussi, qu'il n'y ait que des bénévoles en magasin. Mais bon, voilà, c'est encore ma vision. Je suis peut-être un peu dur, mais... Ça dépend de leur budget. Enfin, quand ils ont assez de budget, ils ont un salarié, c'est que dans des magasins qui sont souvent dans les grandes villes. Ouais. Mais c'est pas une critique, c'est ma vision de voir Artisans du Monde. Enfin, c'est ma façon de voir Artisans du Monde. Je trouve que pour qu'un projet soit pérenne, il doit être exigeant sur toutes les étapes de la chaîne. Moi j'ai 3 questions. Donc, tout d'abord, pourquoi le nom Veja? Ensuite, est-ce que vous avez prévu dans les prochaines années de vous diversifier un peu et de sortir d'autres produits comme des t-shirts, des chemises ou des pantalons? Et ensuite, je voulais savoir si le commerce équitable, pour vous, ça se limitait uniquement à rémunérer plus, en fait, ou si ça allait plus loin dans une démarche développement des communautés ou autre. J'ai déjà oublié votre première question. Le nom Veja. Le nom Veja. Donc ça veut dire regarde en portugais. Nous, on l'a choisi parce que ce qu'on voulait dire par là, c'était regarde derrière les produits. Prends conscience de ce qui peut être derrière les produits. Donc c'est un petit peu tiré par les cheveux, mais c'est comme ça qu'on l'a vu. Deuxième question, diversification, c'est ça? On a déjà commencé à se diversifier, c'est-à-dire qu'au début on faisait que des baskets. Aujourd'hui on fait des sacs et des portefeuilles avec les mêmes matières. On appelait ça projet numéro 2 parce que c'est les mêmes matières, la même fabrication au même endroit au Brésil.
Et on a ouvert un point de vente à Paris qui s'appelle Centre Commercial et qui fédère en fait plusieurs marques qui sont engagées dans des cycles ou dans des modèles différents. C'est-à-dire que c'est un magasin qui regroupe environ 50% de mode et qui regroupe des marques qui soit fabriquent en France, soit fabriquent avec des matériaux écologiques, soit fabriquent avec une plus-value sociale très forte. On les connaît bien parce que ça faisait 7 ans qu'on les fréquentait tous et on se disait qu'il manquait d'un lieu à Paris pour faire ça. Et c'est un lieu aussi un peu hybride, c'est-à-dire qu'on peut tout vider. Là, par exemple, dans un mois, c'est une expo de design anglais, 5 jeunes anglaises qui designent tout, qui fabriquent tout en Angleterre, qui viennent exposer là-bas. Donc c'est plus qu'un magasin. C'est dans le 10e. C'est à côté de République, rue de Marseille. Donc ça, c'est déjà un début de diversification. C'était aussi pour... je pense que c'était le moment pour nous de s'exprimer aussi différemment. Le premier événement, on fait beaucoup d'événements là-bas. Le premier événement qu'on a fait, c'était on a vidé tout le lieu. Et pendant une semaine, on a invité Enercop, qui est un fournisseur d'électricité vert, qui a été créé par Greenpeace et les Amis de la Terre, qui remplace EDF en fait. Vous pouvez remplacer EDF par Enercop. Ça coûtait 22% plus cher au début, maintenant c'est 14% plus cher et dans un an ça sera moins cher, ou dans un an et demi ça sera moins cher qu'EDF. En fait vous achetez votre électricité et a posteriori Enercop s'engage à créer votre consommation électrique, à réintégrer dans le grid d'EDF votre consommation électrique, hydraulique, petite hydraulique, éolien, solaire. Donc en fait, ils parlent tous. Donc on a fait cet événement-là. On avait acheté des combis de peintres qui se voulaient être des combis antinucléaires. Et en fait, le deal, c'était que les gens qui voulaient aller boire un coup étaient obligés de s'habiller en combi antinucléaire. Ça peut paraître de mauvais goût aujourd'hui, mais c'était 2 semaines avant Fukushima. Et donc tous mes copains qui travaillaient dans des agences de pub, dans la finance, se disaient « qu'est-ce que c'est encore cette nouvelle histoire ?» 2 semaines après, ils me rappelaient tous pour me dire c'était quoi en fait pour changer de fournisseur d'électricité. Donc voilà, et c'est marrant parce que là on s'est quand même fait 6 mois ou 8 mois de campagne présidentielle acharnée. Et toutes les questions énergétiques, questions sur le nucléaire, etc., pour moi sont quasiment obsolètes parce qu'aujourd'hui c'est le client final qui peut choisir. Moi c'est ça le monde dont je rêve. C'est le client final qui puisse choisir. Et en fait, si aujourd'hui, je crois qu'il y a 20 000 abonnés à Enercop, ce qui est très peu, il y a des millions et des millions, voire des dizaines de millions à EDF. Mais si les gens changent petit à petit, et ben en fait, on ne se posera plus la question de fermer Fessenheim, fermer 10 centrales, les garder toutes, etc. Pour moi, c'est à nous de régler les choses. Ce n'est pas aux politiques. Mais bon, ça, on va encore plus loin, c'est un autre débat. Donc voilà, on a créé ce lieu en fait pour fédérer et pour servir aussi de tremplin à des boîtes comme celle-là qui ne communiquaient pas forcément très bien, qui ne sont pas très à l'aise avec les journalistes, etc., etc. Et ça a créé un effet d'entraînement certain sur Enercop. Et voilà, on a voulu créer un lieu un peu hybride pour s'exprimer différemment. Alors tout le monde dit on est écolo, etc. Oui, on est écolo, mais je pense qu'on est écolo assez moderne, dans le sens où on n'a pas... on n'est pas non plus ayatollah. On est très dur en ce qui concerne les affaires, l'entreprise, etc. On a des principes très durs, mais je pense qu'il faut avoir des principes très durs aujourd'hui. Sinon, ça finit un peu comme la boîte dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire de façon un peu vague, un peu sympa. Non, nous, on n'est pas sympa là-dessus. Sur le reste, si. sur le reste, je pense que oui. Mais le temps, franchement, les 10 dernières années qui viennent de se dérouler, ça nous a donné plutôt raison. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a quand même une poussée environnementale, une poussée sociale quand on voit des trucs comme Occupy Wall Street, etc., etc. Ça nous donne quand même beaucoup de confiance pour l'avenir. La troisième question, en fait. Ah et voilà, je me disais, il y en avait 2, j'ai échappé à la troisième. La troisième question, c'était le commerce équitable, si pour vous ça se résumait à juste rémunérer plus. Ah oui, pardon. Ou si ça allait plus loin dans une démarche. Non, bien sûr que non. Non, il y a plusieurs principes. Je l'ai fait très courte là parce que j'avais que 20 minutes, mais
Mais il y a plusieurs principes qui sont une relation de long terme avec les producteurs, qui paraît un peu flou comme ça, mais en fait c'est super important pour ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, d'avoir des contrats de minimum 3 ans pour que les producteurs puissent réinvestir dans leur exploitation, etc., en restant très confiants. Il y a un suivi terrain aussi. C'est pas je prends mon téléphone de Paris et je t'achète tel prix 1 kilo de coton. Non, on est très investi sur le terrain, alors peut-être même un peu trop parfois, dans le sens où on aide vraiment, on travaille vraiment en partenariat avec eux. Et on pense que c'est la bonne façon de faire. Ou en tout cas, c'est la façon qui nous plaît. Mais les départs ont été très difficiles. C'est-à-dire qu'on devait trouver le camion pour transporter le coton, on appelait le cousin d'un mec. Enfin, ça a été très roots au début, quoi. Aujourd'hui, c'est plus organisé, c'est mieux organisé, même si ça reste parfois fragile. Mais non, il y a plusieurs... je vous encourage à aller sur les sites de Max Havelaar. Il y a vraiment beaucoup de critères pour dire qu'on fait du commerce équitable. Les critères sont nombreux, il y en a une dizaine en fait, des grands critères. Mais les 3 principaux, c'est ceux que je viens de vous citer. Moi, j'aurais une question plutôt sur vos convictions, parce que vous avez l'air d'avoir des convictions assez fortes sur le travail que vous faites, sur votre mission. Est-ce que c'est vos convictions qui vous ont mené à monter Veja, ou est-ce qu'elles se sont au contraire nourries de... elles se sont nourries, et est-ce qu'elles se sont dévoilées à vous en montant ce projet? Je pense que c'est les deux. Je pense qu'on avait des convictions qui n'étaient pas forcément... On n'était pas très écolo. On était intéressés par l'écologie. On était plus, un peu comme vous, assez bons en sciences économiques et plus intéressés par les économistes altermondialistes, etc. Mais c'était une petite conscience, quoi. Et c'est vrai que c'est en faisant Veja, en découvrant ce monde-là, qu'on l'est devenu de plus en plus. Mais après, les convictions, c'est forcément... Vous avez raison dans la question que vous posez, c'est forcément ce que vous faites tous les jours, ce qu'on fait tous les jours, crée la personne que vous devenez, quoi. C'est un peu normal. Si j'étais devenu banquier d'affaires, voilà, je serais arrivé en bretelles, lâcher mon cigare juste avant de rentrer. C'est un peu différent, quoi. Un peu différent. Selon la trajectoire que vous prenez, vous devenez un peu différent. Mais c'est surtout une question de goût, quoi, une question de plaisir, de rencontre avec des personnes différentes, de briser aussi un peu la vie de bureau qu'on peut avoir tous les jours. C'est ça qui nous plaisait, quoi. Et après, ici, on a créé une boîte un peu différente. C'est-à-dire que les salariés ont de nombreuses casquettes, ne sont pas forcément dans un poste bien précis, mais ont plusieurs casquettes. On essaie de créer un management différent, qui n'est pas forcément facile à faire tous les jours. Mais... Ouais. Moi, je me demandais, vous dites que ça fait 7 ans que vous avez fondé Veja. Et qu'est-ce qui était l'élément déclencheur à un moment donné dans votre histoire pour que ça réussisse si bien? Parce que vous, c'est comme une entreprise qui est, comme vous l'avez dit, vous ne faites pas de publicité, c'est plutôt à contre-courant par rapport à d'autres entreprises. Donc qu'est-ce qui a été à un moment donné l'élément déclencheur pour vendre si bien vos chaussures? L'élément déclencheur, je pense qu'il y en a vraiment plein. Parlez en termes de vente, vous, en termes de succès commercial. Je vous les ai donnés en fait. C'est vraiment allier un projet fort en termes économiques, sociaux, environnementaux à une esthétique dans notre domaine, hein, bien sûr. Une tablette de chocolat, l'esthétique d'une tablette de chocolat, même si je pense que ça peut exister, avec le packaging, etc. C'est allier un projet fort à une esthétique particulière et qui a trouvé un écho. Les consommateurs il y a des modèles, aujourd'hui il y a des modèles qui marchent un peu moins bien, mais c'est vrai que ça reste toujours très très fort. À chaque fois qu'on lance un modèle, voilà, les consommateurs se ruent dessus, ce qui est d'ailleurs un peu la finitude de Veja, quoi, ou la limite de Veja, dans le sens où la surconsommation c'est pas non plus terrible en termes écologiques. Mais un facteur clé, il n'y en a pas. Je pense que c'est le cœur à l'ouvrage tous les jours. Je pense que c'est la volonté aussi. Il faut beaucoup de volonté pour créer n'importe quel type de boîte. La volonté, le cœur,
La dernière fois que je voyais Margot, je lui parlais d'amour aussi. Enfin, beaucoup, non, pas entre nous, mais je pense qu'il faut beaucoup d'amour aussi. C'est-à-dire aimer ce qu'on fait tous les jours, aimer se lever le matin pour créer des choses, pour rencontrer des gens. Voilà, voilà, esthétique, projet fort, amour et volonté. Ça fait 4. À un moment, vous aviez différencié coton agroécologique et coton bio. Je ne sais pas s'il y a une différence. En fait, nous, c'est du coton agroécologique qu'on utilise. Ouais. C'est-à-dire que c'est du coton bio, mais qui va encore plus loin que les critères bio. L'agroécologie, en fait, par exemple, au Texas, vous avez des champs immenses de coton bio. Des milliers d'hectares cultivés de coton bio. Ça, c'est pas terrible pour l'environnement. C'est-à-dire que le coton épuise les ressources hydriques de la terre et au bout entre 5 et 7 ans, la terre ne vaut plus rien parce qu'elle est complètement épuisée. L'agroécologie, c'est préserver, non seulement cultiver de manière biologique, mais aussi préserver l'environnement autour du champ. Dans le sens où c'est pas de tracteur, c'est bien sûr pas d'engrais, etc., ou très peu d'engrais naturels, mais c'est couvrir les terres quand elles sont en jachère, c'est mettre une ligne de coton, une ligne de haricots, une ligne de graines de sésame pour que la terre se renouvelle, que la richesse de la terre se renouvelle. C'est Pierre Rabhi, je ne sais pas si vous avez entendu parler de vous. Qui connaît Pierre Rabhi? Tiens, c'est marrant. Pierre Rabhi? Ah, ça va alors. On peut le connaître alors. Donc Pierre Rabhi, c'est un grand ingénieur agronome français qui a inventé cette agroécologie dans les années 60-70, qui est assez vieux maintenant et assez suivi par les milieux écolos et qui commence à passer à la télé, qui commence à venir à HEC. Et qui est quelqu'un d'assez exceptionnel. Et donc, c'est que la terre se renouvelle de manière très riche tout en la cultivant. Ce qui n'est pas du tout le cas, même des cultures biologiques. J'aurais voulu savoir, pour ce qui est de votre stratégie de communication, est-ce que vous envisagez de rester sur la même ligne, à savoir zéro publicité, ou est-ce que vous envisagez aussi de mettre davantage l'argument écologique, ou commerce équitable, ou développement durable en première ligne, sachant que c'est une nuance à chaque fois? Et en fait, le fait de ne pas faire de publicité, ça nous permet de ne pas se poser ce genre de questions. C'est-à-dire que le fait de ne pas faire de publicité, ça nous permet de bosser beaucoup plus sur les produits. Ça nous dégage du temps. C'est-à-dire que je pense que dans une boîte comme Veja, qui serait une boîte conventionnelle, il y aurait 50 à 60% du temps, voire 70%, à se poser ces questions-là. À se dire qu'est-ce qu'on met en avant et machin, et le prochain message, parce qu'on a déjà fait 10 messages, le prochain message c'est quoi, et le prochain message c'est quoi, et la prochaine campagne c'est quoi, et est-ce qu'on utilise YouTube, est-ce qu'on utilise la télé, est-ce qu'on utilise la radio. En fait, ça nous permet de ne pas faire de publicité, on ne se pose pas ce genre de questions. Alors bien sûr, il y a notre site internet, où on peut se dire, on se pose ce genre de questions. Notre site internet, on l'a scindé en deux. Il y a collection d'un côté et projet de l'autre. Et tout le projet est expliqué avec des audits sociaux de l'usine, avec tout. Alors c'est marrant parce que ça nous permet de voir qu'il y a 9 personnes qui vont sur l'onglet collection pour une personne qui va voir le projet. Ce qui montre aussi un peu si ça intéresse les gens ou à quel point les gens sont intéressés. Je vous rassure, très peu. Ça fait quand même pas mal de monde à la fin de la journée, mais en fait, c'est environ 8 personnes pour une qui va sur le projet. Et du coup, c'est pas forcément un non à la publicité, mais je pense très sincèrement qu'en termes de modèle, la publicité est de plus en plus, d'ailleurs, elle est de plus en plus attaquée par les publicitaires eux-mêmes. Elle change de forme beaucoup. Aujourd'hui, c'est beaucoup Google, c'est beaucoup Facebook. C'est un type de publicité qui n'existait pas il y a 10 ans. Je suis pas certain. Enfin, en tout cas, moi, je suis complètement hermétique à la publicité. Vous, je ne sais pas si vous voyez une publicité pour une voiture, vous allez l'acheter demain, pas sûr. Je ne crois pas non plus. Je crois que nos sociétés ont tellement surcommuniqué
que les habitants ou les citoyens ou les consommateurs sont un peu devenus hermétiques, quoi. C'est-à-dire que ça ne fait plus grand-chose de voir une publicité limite repoussoir. Donc je vois pas quel type de publicité on pourrait faire, à part peut-être... On essaie de réinventer des choses, hein. Par exemple, on a fait une grosse expo avec toute la nouvelle vague de street artistes brésiliens de São Paulo, une expo qui s'appelait São Paulo Mon Amour, qui a eu lieu en 2009. On l'a financé et produit, c'est-à-dire produit, scénarisé, etc., avec l'équipe Veja ici. Donc c'était un moyen de communiquer un peu différent, à part qu'on n'a pas mis notre logo dans l'expo. Donc personne ne savait que c'était nous. Et donc on essaie d'explorer des voies comme ça, mais c'est plus limite pour s'amuser, pour nous enrichir, pour enrichir les salariés, que pour communiquer réellement. Et franchement, les boîtes qui marchent le mieux aujourd'hui, je pense que vous en parlez beaucoup aussi de Facebook, etc. Je crois qu'ils n'ont jamais fait de pub. Ni Google, business model complètement différent, je vous l'accorde. Mais je pense que si le produit est bien, si le projet est bien, je pense que ça marche tout seul. Je peux paraître un petit peu provocateur quand je dis ça, mais je pense que vraiment la publicité aujourd'hui, c'est une béquille pour des mauvais produits. C'est mon avis, encore une fois, hein. Je ne cherche pas du tout à vous convaincre. S'il y en a qui s'orientent vers la publicité plus tard, vous pouvez y aller. C'est sympa aussi comme métier. Mais très franchement, quand je vois le temps passé par les entreprises à réfléchir à leur prochaine campagne ou à réfléchir à comment est-ce qu'ils vont pouvoir communiquer la force et le caractère incroyable de leur produit, alors que finalement il n'est pas si bien que ça, et que ce temps-là et ces ressources-là, si elles étaient investies dans le produit, il serait sans doute beaucoup mieux. Bon, après chacun sa voix, hein. En tout cas moi c'est la mienne, celle-là. Et même pour ce qui est de la communication en magasin ou de la communication via des journaux, des interviews, vous restez... Non, ça on a des gens au bureau, vous voulez dire des relations presse. Ça on le fait, envoyer aux journalistes ce qu'on fait, c'est-à-dire ce qu'on fait sur le terrain, ce qu'on fait comme produit, on le fait, mais il n'y a pas de message, quoi. Il n'y a pas de slogan ou de trucs comme ça, quoi. On n'y réfléchit pas trop en tout cas. Et changer, je ne peux pas vous dire que je ne changerai jamais, j'en sais rien. Mais à l'heure actuelle, c'est pas une question qu'on se pose. Alors j'ai deux questions. Comment est-ce qu'on fait au début pour convaincre le Printemps, les Galeries Lafayette d'exposer ses chaussures alors qu'on n'a pas du tout de notoriété et qu'on est nouveau? Et l'autre question, vous dites que vous êtes deux à avoir créé cette boîte. Comment vous avez réparti 50-50 Au début, pour convaincre les clients, ils ont vu arriver deux types qui croyaient très fort à leur projet. Ils ont entendu un discours, je pense qu'ils n'avaient jamais entendu auparavant. Ils ont vu des produits qui leur plaisaient beaucoup, et je pense que c'est la première raison. C'est comme ça qu'on a réussi à convaincre les clients, quoi. C'est en leur proposant des produits qui leur plaisent. Sans le faire exprès, c'est sûr, mais comme ils nous plaisaient à nous, on se disait que ça pouvait leur plaire à eux. Et deuxième question, comment est-ce qu'on se répartit les rôles? Guylain est plutôt architecte, financier, c'est un type qui est très très bon en organisation, logistique, mais c'est pas logistique, c'est vraiment toute la chaîne de production qui est quand même très très complexe. Donc c'est vraiment lui l'architecte de cette chaîne de production, même si on l'a fait tous les deux, mais lui il est vraiment, moi je suis trop optimiste, ouais. J'ai toujours l'impression que ça va marcher, tandis que lui il est très pessimiste et du coup il est très très fort là-dedans. Et moi c'était plutôt communication commerciale, design, mais on est vraiment quasiment interchangeables. C'est-à-dire que je suis au courant de tout ce qu'il fait, il est au courant de tout ce que je fais. On réfléchit vraiment tous les deux ensemble. On a vraiment deux têtes complémentaires pour tout. Lui est quelqu'un de très patient, moi je suis très impatient. Enfin, on avait des qualités et des défauts qui nous ont fait nous répartir les rôles aussi de manière juste ou pas juste, mais on prend toutes les décisions importantes tous les deux. Et sur la répartition du capital? La répartition du capital, c'est 50-50.
Enfin, c'est d'un banal horrible, quoi. Mais Parce qu'on dit souvent que c'est risqué de faire 50-50. je sais pas. Vous savez, si vous faites 51-49, les blocages structurels et capitalistiques sont strictement les mêmes. Donc, alors c'est peut-être quelque chose qu'on dit, mais je suis pas certain que ça change grand-chose. Je crois pas. S'il y a un blocage, il peut même exister à 75-25. Si quelqu'un à 25% du capital n'est pas d'accord avec les orientations stratégiques de la boîte, je pense que ça pose un problème. Et c'est notre mode de fonctionnement aussi, on n'a jamais pris de décision l'un sans l'autre. Jamais. Pour qu'on prenne une décision, il faut qu'on soit tous les deux d'accord. Mais ce n'est pas la répartition capitalistique, c'est notre mode de fonctionnement à nous. J'ai une question sur l'innovation chez Veja. Vous avez déjà 7 ans, donc vous avez quand même atteint une certaine maturité. Comment est-ce qu'en termes d'organisation, comment est-ce que vous gérez l'innovation au quotidien? Et comment est-ce que vous vous voyez, en fait, je ne sais pas, dans 3 ans, vous aurez 10 ans. Comment est-ce que vous voyez Veja dans 3 ans? Alors, la gestion de l'innovation, c'est toujours quelque chose, je trouve que c'est complètement antithétique. Mais si les grands groupes peuvent faire ça, les petites boîtes comme nous, on n'a pas vraiment de gestion de l'innovation. On essaie d'innover perpétuellement et de se réinventer perpétuellement aussi. Pour nous, l'innovation, c'est un peu ça. C'est essayer de se réinventer à chaque fois. Par exemple, en termes de business, le plus facile, ça serait d'ouvrir Veja aux États-Unis de façon énorme, d'ouvrir Veja en Asie de façon énorme et d'ouvrir en Europe de façon encore plus accentuée. D'un point de vue business, c'est ça qu'on devrait faire. Nous, on a préféré ouvrir un lieu, on a préféré faire autre chose. Là, on a un autre projet qui vient dont je ne peux pas vous parler encore. Vraiment, le plaisir est très important pour nous. Beaucoup plus que le business de façon littérale, quoi. On a beaucoup plus envie de prendre du plaisir et c'est comme ça qu'on se réinvente aussi. C'est parce qu'on se réinvente qu'on prend du plaisir, c'est-à-dire qu'on ne s'ennuie pas, quoi. On essaie de ne pas s'ennuyer. C'est un peu un truc de luxe que je vous dis là, mais c'est aussi, je pense, comme ça qu'on réussit. C'est à partir du moment où on s'ennuie, à partir du moment où on commence à réappliquer des recettes qui fonctionnent. Je pense que c'était valable il y a 50 ans. Je pense qu'aujourd'hui, si vous faites ça, vous êtes mort. Si vous commencez, en fait, tout le monde a vu les recettes qu'on avait appliquées. Il y a plein de gens dans le milieu, qui soient grands, qui soient petits, qui ont dupliqué nos recettes. Et je parle de nous, mais je parle de toutes les boîtes. Aujourd'hui, comme l'information est très rapide, dès que vous faites quelque chose qui marche, vous êtes copié dans la minute. Donc si vous continuez à appliquer ces recettes-là, et je dis recettes, mais on n'a pas vraiment de recettes, mais une manière de fonctionner, votre espérance de vie est très courte, je pense. C'est mon avis, encore une fois. Bonjour Monsieur Kopp. Je suis curieux de savoir, pour un paire de chaussures Veja, quel est le pourcentage de coût? Quel est le pourcentage de coût? Ouais, tout à fait. Comment vous ne jouez pas sur le marché paire en de magasin? chaussures? Mais de coût pour qui? Pour nous? Pour l'entreprise? Ah ouais. C'est une bonne question. Donc une paire de Veja qui coûte 100 €, mettons, on va prendre, c'est plus simple, hein. 100 € en magasin, elle nous coûte environ 25 €. On la revend 40 et le magasin qui l'achète 40 la revend 100. C'est-à-dire 25 € pour la production. 25 € pour la production, c'est-à-dire un quart. Contient le transport, c'est ça? Sans transport. Sans transport. Sans transport. D'accord. Donc c'est 25%. Ça peut paraître pas grand-chose. Ce qui est intéressant, c'est de le comparer aux autres marques. Si là, c'est pas grand-chose, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas grand-chose. D'accord. Pour les autres marques. Okay. C'est-à-dire qu'une paire de Converse qui coûte en Europe, elle coûte 60 € en magasin. Elle coûte environ, je pense aujourd'hui, elle doit coûter entre 4 et 6 $ à fabriquer. C'est-à-dire, disons 4 €, entre 4 et 5 € à fabriquer. D'accord. Et elle coûte 60 € en magasin. Donc. Et vous, j'ai deuxième question. En fait, j'ai un argument pour vous que je trouvais sur Internet.
Et disons, l'acheminement de baskets vers la France s'effectuait en porte-conteneurs et non en avion, car c'est moins polluant. Et en bas, il y a, en l'espace de 2 ans, malgré un budget communication marketing nul, mais avec une volonté à toute épreuve, 2 jeunes Français ont lancé leur propre marque de basket équitable. L'aventure VG initia à Paris prendre des assurances internationales. Donc, ma question, c'est pour vous, tous les deux, est-ce que c'est vraiment une aventure après quelques années, vous travaillez dessus pour la VG? Alors, je voulais reprendre. J'ai pas bien compris en fait ce que vous disiez sur les porte-conteneurs. J'ai pas bien compris. Ça, c'est un argument. C'est-à-dire, vous importez votre chaussure en bateau, mais pas en avion. Alors, ça moins polluant. Non, mais attention, dans c'est pas vraiment. Je vous expliquais la chaîne, donc je parlais du bateau. Mais les autres entreprises de chaussures, je pense qu'elles importent. Quand elles importent d'Asie du Sud-Est, elles importent à 60%, entre 60 et 70% en porte-conteneurs. Donc c'est pas du tout, c'est quand même assez commun, quoi. Nous on fait 100%, mais c'est pas non plus un argument écologique foncièrement important. Sur la deuxième chose, donc vous me demandiez quoi en fait? J'ai pas bien compris votre question. C'est que, comment vous jouez contrairement par vos autres acteurs, que pour vous, est-ce que vous pensez que c'est vraiment une aventure de jouer nul budget de communication, marketing, et vous jouez sur la production jusqu'à aujourd'hui? Oui. Et la question, c'est quoi? Est-ce que c'est une aventure? Aventure? Oui. Attends, vous prenez risque et il faut jouer sur la production. On prend un risque, ça c'est sûr. En fait, vous voulez demander, est-ce que c'est une aventure ou une vraie entreprise? Non, est-ce que c'est une vraie aventure pour vous? Oui, mais la vie est une aventure. Parce qu'aujourd'hui, vous avez déjà, je crois, 6 millions de chiffre d'affaires. Donc, vous avez, je peux dire que vous avez aujourd'hui eu quand même un grand succès. Donc, après travailler quelques années sur VEJA, je pense qu'il n'y a personne qui va douter que vous prenez le risque. Donc, Ah oui, d'accord, mais au départ, c'était un risque. Ça que vous voilà, c'est ça. Oui, au départ, c'était un grand risque. On ne savait pas, en fait. On ne savait pas du tout si elle allait marcher, mais comme on n'avait pas de salariés, comme on n'avait pas de taille d'entreprise, c'était vraiment une aventure au départ, quoi. Aujourd'hui, c'est toujours une aventure, c'est une autre aventure, mais c'est devenu une entreprise, quoi. C'était ça votre question? Je ne suis pas sûr d'avoir... Oui. C'est-à-dire, moi, je la considérais comme une aventure. D'accord, compris. Tout ça au début. D'accord. Et là, comment vous avez eu succès, donc... D'accord. Ouais, mais c'est un peu ça. C'est toujours, de toute façon, créer une boîte, c'est toujours demander à Margot. C'est toujours quelque chose de, voilà, on n'est pas certain que ça marche. On est toujours un petit peu anxieux au départ. Et oui, au départ, ça doit être pris comme une aventure. Après, je pense que le défi, c'est que ça reste une aventure. C'est de ne pas s'installer dans quelque chose et la réponse que je donnais tout à l'heure, c'est de se réinventer perpétuellement. C'est-à-dire de continuer l'aventure, en gros. Merci à vous. Une dernière question? Je peux parler fort. En fait, c'est pour enregistrer. Bonjour, justement pour rebondir sur ce que vous venez de dire, il faut que ça reste une aventure. Comment vous allez faire? Parce que si à un moment, je veux dire, vous voyez que vous allez stagner en taille, en vente, vous allez peut-être arriver aussi à un business model qui tient la route, qui est stable, avec une chaîne de production qui est cohérente et où chaque acteur est à peu près heureux. Vous faites quoi à ce moment-là? On fera autre chose. On fera autre chose. Moi, j'ai pas mal d'idées. Guylain aussi. On a plein d'autres envies. On a déjà commencé à faire autre chose. Centre commercial, le lieu qu'on a ouvert, on l'a ouvert en décembre 2010, donc ça fait 1 an et 4-5 mois. C'est déjà une nouvelle aventure pour nous, c'est déjà autre chose, quoi. Là, on est en train de bosser sur un autre projet dont je ne peux pas vous parler.
C'est complètement différent. Je veux dire, vous n'allez pas refaire la même chose avec des t-shirts. Non, mais on pourrait. Dans tout le monde, il y a région, beaucoup de gens qui nous ont proposé, vous devriez devriez lancer des t-shirts, vous devriez lancer des chemises, des polos, etc. etc. Aujourd'hui, pour Nike, les vêtements, c'est 40% de leur chiffre d'affaires. Donc, ce qui est énorme. On n'a pas l'impression quand on connaît peu, mais c'est énorme. Nous, on n'a pas forcément envie. On a vraiment envie de suivre nos envies. C'est-à-dire de ne pas forcément dérouler le business tel qu'il aurait dû être déroulé par d'autres. Je pense que ça peut être notre force comme notre faiblesse. Mais après, sur ce qu'on va faire, demain, je suis comme vous, quoi. Dans 5 ans, dans 10 ans, je ne sais pas trop, quoi. Vous le savez peut-être vous, mais moi, en tout cas, pas du tout. Et ça me plaît, comme ça. Je veux que ça reste comme ça. On peut changer, on peut évoluer, c'est ça qui est assez génial dans la vie, quoi, d'avoir plusieurs vies en une. Je ne sais pas, vous êtes très fixé, vous, sur ce que vous allez faire Absolument pas. Voilà, je suis rassuré. Merci beaucoup.